Alors, pourquoi la photographie? C'est tout simplement 4 ans après 1989, une histoire peut-être un peu obsolète aujourd'hui de parler de la révolution roumaine à cette époque-là, c'est qu'en 94, première année aux Beaux-Arts de Dijon, je rencontre mon professeur John Bateau qui me met mon premier appareil photo dans la main, qui me demande de photographier la Roumanie actuelle telle que moi je puisse la voir, l'apercevoir travers mon regard, mon objectif, et surtout en tant que jeune femme qui peut traverser toute seule entre Dijon et Sibiu 2500 km aller-retour sans cesse en voiture. Donc c'était aussi la manière dans laquelle cette notion de territoire et de déplacement entre Dijon et Sibiu, la Transylvanie, ma ville natale, pu être vue et regardée à travers mon regard. Mais c'était aussi l'intérêt de se dire, puisque j'ai parlé de l'homme dans son environnement, l'homme dans son lieu de travail et de vie, parce que j'avais cette curiosité permanente d'aller voir les gens là où ils avaient passé 40 ans, 30 ans, les pieds dans leur métier. Et c'était ça la première, en fait, la première envie photographique, ou le premier acte de prendre un appareil et partir en Roumanie pour photographier. Le lien avec la ville d'Ivry, il se tisse à partir de 98. En étant en 4e année aux Beaux-Arts de Dijon, j'avais plusieurs enseignants, des artistes comme Orlan, Ming, Emmanuel Saunier, qui étaient des Parisiens, et en fait qui m'ont amené de Dijon à Paris pour être assistant d'artiste. Et ma première ville et chute et mon atelier, c'était à Ivry-sur-Seine. Alors la relation à mon travail, ou le point de départ de cette quête de territoire, elle démarre depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai pris la conscience vraiment politique, peut-être qu'on peut s'imaginer de l'âge de 8 ans, où j'entendais déjà les histoires des grands conquérants comme Hannibal, comme Gengis Khan, et surtout l'envie de sortir, dépasser les frontières. Ce sont des jalons peut-être pour moi aussi qu'on va les trouver dans mon travail sur d'autres formes sculpturales. Et je les ai entendus être bercés par cette idée que le déplacement, la migration humaine, elle a démarré depuis toujours, depuis l'ère après glaciation, et qu'elle peut exister encore aujourd'hui, même si on se sent enfermé dans une carte ou dans une géographie territoriale qui était mon pays jusqu'à l'âge de 14 ans. Mon père m'a donné cette quête de l'invasion de l'Europe avec des formes ou métaphores tout autres, qui auraient pu être les éléphants. Entre autres, lui, c'était des formes sculpturales uniques en verre de cristal. Et moi, je me suis appropriée par la manière d'aller traverser les Alpes sur ces traces de Hannibal, comme Paolo Rumiz l'avait fait. Et j'ai eu cette envie de passage des montagnes, de se trouver à des moments infranchissables. Cette vanité humaine dans laquelle on peut transformer les montagnes en piste de ski, en toute autre intervention, on va dire actuelle. C'est intéressant de pouvoir les confronter, les imaginer, ou tout simplement les inventer dans son atelier face à une montagne sauvage, en s'imaginant d'autres traversées comme Hannibal. Donc à la galerie Fernand Léger, nous avons 3 salles, ces espaces dans lesquels je voulais commencer une traversée de territoire, qu'on puisse arriver à avoir ce lien de quête et de migration humaine. Et dans la première salle, je voulais installer au milieu 4 grands tirages photographiques qui s'appellent La mer de glace 1, 2 et 3.
puisqu'il s'agit de grands formats, de grandes images qui ont été plutôt travaillées et composées, on va dire, à l'atelier. Dans le diptyque La mer de glace 2, c'est une composition de 2 images, justement qui sont composées entre une image sauvage de la montagne qui est derrière nous et celle dans laquelle l'homme est intervenu et qui laisse ses traces. C'est ce que je parlais de la vanité humaine qui nous absorbe, qui nous intéresse à la fois, tout en le mettre en parallèle avec ce côté ancestral qui existe depuis toujours. Dans la salle, on peut voir face au tirage photographique, nous avons au sol une installation que moi j'intitule des plaques tectoniques. C'était des formes sculpturales qui m'ont intéressé de les reprendre dans les images photographiques comme des formes, des bouts de territoire dans lesquels moi je pouvais m'imaginer que c'était la structure des plaques tectoniques qui construit des montagnes. Ça veut dire que je suis partie à la recherche de mes propres images, des formes abstraites. On peut s'imaginer que ce sont au sol des cartes géographiques de d'autres territoires, mais c'était plus une quête de la stratigraphie, de la multicouche dans laquelle la Terre elle peut être construite, et tout d'un coup se relève comme des montagnes infranchissables derrière nous. Dans la première salle, un peu plus loin, de l'autre côté de cette montagne infranchissable, j'ai trouvé nécessaire de mettre face à face un autre territoire, un peu plus loin justement, le négatif, la cicatrice dans le paysage que l'homme inflige au territoire, c'est la carrière de pierre, et face à cette image photographique noir et blanc, presque muséale, on se pose la question si c'est du dessin, c'est de la graphite, c'est la propre matière dans laquelle c'est extrait cette pierre, on voit une reconstitution de dessins coupés dans cette technique de dessin que j'utilise depuis toujours comme une pratique quotidienne où par le dessin on s'approprie un autre paysage ou un autre territoire. Dans l'exposition, nous avons aussi toujours la même forme de terrils puisque je les ai photographiés pendant une année entière, printemps, été, automne, mais j'ai voulu garder juste ces 3 images par rapport à leur forme et par rapport à cette poudre que la neige puisse avoir une fulgurance sur les terrils. Dans la deuxième salle, nous allons voir une apparition d'un autre volume qui est ce bois de serre. Je suis arrivée à réaliser ce moulage en poudre graphite en masse avec ces paillettes de diamants qui pour moi c'était un jeu symbolique, mais c'est aussi une autre apparition de l'homme et de territoire sur le terrain de la chasse. Et nous allons voir donc dans l'exposition des images qui ont été réalisées au Musée de la Chasse et de la Nature lors de mes 2 résidences à Belleval. Ces images réalisées au Musée de la Chasse et de la Nature, cette image de traces de sanglier dans la neige, d'une fulgurance ou peut-être juste un poudrage qui nous renvoie à une trace très pariétale, rupestre. Et l'homme a besoin de créer et être bercé par la mythologie. Et entre autres, moi j'ai fait la relation avec Adonis. Et donc cette larme et goutte de sang qui se transforme en chant d'anémone, je voulais vraiment l'associer à ce bois de serre que plus loin dans l'exposition nous fasse directement penser à cette quête archéologique que moi je suis en train de chercher à Ivry depuis plusieurs années.
Face à cette image d'Adonis, une image de Belval, je voulais mettre face à face cette image complètement fabriquée, presque irréelle, hypnotique, qui est la chute de l'Orkan de Mongolie, puisque je suis partie sur mon deuxième trace de conquérant, Gengis Khan. Et c'était le triptyque dans lequel on voit des cairns, des ovaux, qui sont aussi des traces humaines, de constitution des formes dans le paysage par l'homme, mais il y a aussi celle du milieu qui est une pure invention, que moi je me l'invente sur le lieu même, comme une attestation que j'étais bien là et que le ovo, il peut être aussi celui que nous, on peut poser sa première pierre. Donc la suite de mon exposition, je voulais créer dans cet espace l'idée que l'image fait volume et le volume fait l'image. Donc on va retrouver des câbles métalliques qui vont suspendre des branches de bois qui sont de moulage en poudre et graphite, qui nous inscrivent dans le paysage comme des jalons, des frontières. C'est presque une piège dans laquelle le personnage ou le spectateur peut se trouver piégé. C'est aussi cette petite image photographique d'un détail des Alpes ou de la mer de glace. Ce sont des volumes réalisés avec la même quête que le dessin fait comme des carnets de voyage. C'est des leitmotifs qui reviennent incessablement depuis toujours. Un dessin en graphite ou au charbon, simplement. La galerie Fernand Léger m'a proposé d'intervenir sur ce terrain des fouilles archéologiques. Et ça a démarré en 2014, 2016, 2017 et qui font en fait le compte-rendu et l'objet de cette troisième salle est la réalisation des pièces. À partir de ces fouilles archéologiques, ça m'a permis d'accumuler un certain nombre d'images, de photographies, mais aussi récupérer des volumes ou des inscriptions. Et pour moi, c'était là la question de comment construire d'autres horizons, avec bien sûr un langage des archéologues qui est propre à eux, des quadrillages au sol, des étiquettes blanches, des styrons. La récupération de cette pierre meulière, qui mystifie peut-être cette installation de fuite et des horizons, c'était pour moi un intérêt de comment la faire justement flotter presque dans l'espace, puisqu'elle est remplie de toute l'histoire qu'elle porte en elle, puisque c'est une pierre néolithique trouvée sur ce chantier. Dans cette salle, vous allez trouver également d'autres prélèvements qui sont celles du son et de la vidéo. Ce sont des captations sonores, une cartographie sonore qui a été prise dans l'espace avec le compositeur Roque Rivas, qui m'a permis d'immerger le spectateur dans un univers souterrain dans lequel l'image, le son, le volume, il se dessine sur une autre forme. Comme point d'orgue, je voulais finir cette exposition avec un dessin directement au mur, sur une surface de ardoise à la craie, puisque c'est une autre forme pariétale dans laquelle mon travail s'inscrit avec la photographie et le dessin.